On dit que les enseignants façonnent l'avenir, mais celle-ci s'est moquée de la mort. Après la diffusion d'une vidéo virale, la montrant en train d'imiter l'assassinat de Charlie Kirk, l'indignation a explosé dans tout le pays. Aujourd'hui, Lucy Martinez est réapparue en larmes, implorant le pardon. Mais ses excuses ont peut-être révélé quelque chose d'encore plus sombre derrière cette vidéo virale. Le geste viral qui a choqué une nation. Après des semaines de silence assourdissant et une pression croissante de la part de parents indignés, d'activistes conservateurs et même de ses propres collègues, Lucy Martinez a finalement rompu son silence. L'enseignante d'école primaire de Chicago, dont la vidéo virale se moquant de l'assassinat de Charlie Kirk a déclenché une tempête de controverses et de menaces de mort, a présenté ce que des sources décrivent comme des excuses larmoyantes à la communauté scolaire. Lucy Martinez, qui enseigne aux enfants de l'école primaire Nathan Hale, a fait un geste lors d'une manifestation No Kings qui a choqué la conscience d'une nation déjà secouée par la violence politique. Quelques semaines seulement après que Kirk ait été abattu d'une balle dans le cou lors d'un discours à l'université d'Utah Valley, Martinez a été filmée en train de rire alors qu'elle simulait exactement la même blessure mortelle, pointant ses doigts vers son cou dans un geste semblable à celui d'un pistolet et imitant le fait d'appuyer sur la gâchette. Avant d'approfondir cet incident choquant, établissons le contexte qui rend ce moment si profondément troublant. Le 10 septembre 2025, Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA et l'une des voix conservatrices les plus en vue aux États-Unis, a été assassiné alors qu'il prononçait un discours à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah. Cet activiste de 31 ans, qui avait rassemblé un large public parmi les jeunes conservateurs et était connu pour ses débats sur les campus et son soutien indéfectible au président Donald Trump, a été abattu d'une balle dans le cou par un tireur embusqué, posté à environ 130 mètres de là, sur le toit d'un immeuble voisin. L'arme utilisée a été identifiée comme étant un fusil à verrou Mauser M98 de calibre .30-06 et les douilles retrouvées sur les lieux portaient des gravures antifascistes effrayantes, notamment des références à la chanson partisane italienne Bella Ciao et divers messages politiques. Kirk a été transporté d'urgence à l'hôpital régional de Timpanogos, où, malgré tous les efforts des professionnels de santé, il a été déclaré mort. Il laisse derrière lui sa femme, Erika, et 2 jeunes enfants. La nation a assisté avec horreur à un nouvel acte de violence politique qui a coûté la vie à un Américain. Le tireur Tyler James Robinson, 22 ans, originaire de l'Utah, s'est rendu aux autorités le 12 septembre 2025, après une chasse à l'homme de 33 heures. Robinson a rapidement été inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes, de délits graves liés à l'utilisation d'une arme à feu, d'entrave à la justice, de subornation de témoins et de violence en présence d'un enfant. Les procureurs de l'Utah réclament la peine de mort, invoquant la nature politique de l'attaque. Les preuves contre Robinson comprennent des correspondances ADN, des SMS indiquant la préméditation et un message sur Discord dans lequel il avoue « C'était moi hier à l'UVU, je suis désolé pour tout cela ». Le président Donald Trump a décerné à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté à Charlie Kirk le 14 octobre 2025 lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche qui a attiré des milliers de personnes en deuil et a déclenché un intense débat national sur la violence politique, la liberté d'expression et les divisions profondes qui déchirent l'Amérique. Les dirigeants conservateurs ont salué Kirk comme un martyr de la liberté d'expression et des valeurs traditionnelles américaines, tandis que ses détracteurs ont souligné ses propos controversés sur les questions raciales, l'immigration et la culture comme preuve d'un héritage plus complexe. C'est dans ce contexte de deuil national, de tensions politiques et d'émotions brutes que les manifestations No Kings ont vu le jour dans plusieurs villes américaines. Ces manifestations, qui ont eu lieu à Chicago, New York, Washington DC et dans d'autres grandes métropoles, ont été organisées pour s'opposer à ce que les participants considéraient comme des tendances autoritaires dans la politique américaine, en particulier celles qu'ils associaient à l'influence continue de l'ancien président Trump sur le Parti républicain et le mouvement conservateur en général. Les manifestations tiraient leur nom des idéaux révolutionnaires américains, les organisateurs scandant « No Kings », pas de roi, pour rejeter ce qu'ils qualifiaient de structures de pouvoir monarchique ou dictatoriale. À Chicago, des milliers de manifestants se sont rassemblés le 18 octobre 2025, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Out of our state »,« Hors de notre État » et « Make America Great Again »,« No thanks »,« Rendre sa grandeur à l'Amérique »,« Non merci », tout en arborant des drapeaux mexicains, des banderoles anti-ICE et divers messages politiques progressistes. C'est dans cette atmosphère tendue que Lucy Martinez s'est retrouvée au centre d'une controverse nationale qui allait mettre à nu les nerfs à vif du discours politique américain. Martinez employait à l'école primaire Nathan Hale, dans le quartier West Beverly de Chicago, une école publique accueillant des élèves de la maternelle à la 4e, faisait partie des manifestants lorsqu'un contre-manifestant est passé en camionnette. Le pick-up arborait un drapeau saluant Charlie Kirk comme un héros, un geste provocateur clairement destiné à susciter une réaction de la foule. La réaction qu'il a suscitée a été filmée et s'est répandue à une vitesse fulgurante sur Internet.
La vidéo, filmée depuis l'intérieur du pick-up et publiée sur Instagram par l'utilisateur Adal84Bullnose, montre Martinez entouré d'autres manifestants brandissant des drapeaux mexicains et des banderoles anti-ICE. Dans ce clip, qui ne dure que quelques secondes mais qui a été visionné des millions de fois, on peut voir Martinez rire tout en pointant ses doigts vers son cou dans un geste semblable à celui d'une arme à feu, imitant le geste de tirer sur la gâchette. Son expression semble animée, voire joyeuse, alors qu'elle recule de manière exagérée, comme sous l'impact d'une balle, le même type de blessure mortelle qui avait coûté la vie à Charlie Kirk un peu plus d'un mois auparavant. On peut voir d'autres manifestants autour d'elle faire un doigt d'honneur au véhicule, mais c'est le geste spécifique de Martinez, imitant si directement l'assassinat de Kirk, qui a retenu l'attention et la fureur de la nation. La qualité de la vidéo est suffisamment claire pour voir son visage, ses mouvements, son rire. Il n'y a aucune ambiguïté sur ce qu'elle fait. Il ne s'agit pas d'un vague mouvement de la main qui pourrait être mal interprété. Il s'agit d'une simulation délibérée et sans équivoque de l'acte violent qui a mis fin à la vie de Charlie Kirk. Quelques heures après sa publication, la vidéo s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Des commentateurs et militants conservateurs, dont Ryan Fournier, président de Students for Trump, ont relayé la vidéo sur X, anciennement Twitter, en écrivant « Voici Lucy Martinez, une enseignante d'école primaire de Chicago, qui a trouvé drôle de se moquer de la mort de Charlie Kirk. Cette femme enseigne aux enfants. Lucy est désormais le visage parfait du mouvement No Kings, un mouvement qui prône l'amour mais célèbre la mort. Le mal finit toujours par se dévoiler. » Des comptes influents tels que @endwokeness et @lipsoftiktok ont relayé cette indignation, taguant directement l'école primaire Nathan Hale et exigeant des explications immédiates. Des milliers de commentaires ont afflué de la part de parents indignés, d'activistes conservateurs et de citoyens inquiets, posant tous la même question fondamentale. Quel parent voudrait que son enfant soit enseigné par quelqu'un qui trouve amusant l'assassinat politique? Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui célèbre la mort pour former les jeunes esprits? La réaction a été immédiate et violente. Dans les 24 heures qui ont suivi la diffusion virale de la vidéo, l'école primaire Nathan Hale a désactivé son compte X, Hale Hawk Family, et supprimé son site web officiel. La présence en ligne de l'école a été systématiquement effacée alors que les menaces affluaient, non seulement des critiques ou des demandes de compte, mais aussi de véritables menaces de violence à l'encontre de Martinez, de l'administration de l'école et même de membres du personnel non impliqués. Face à la pression croissante et à l'attention des médias nationaux, les écoles publiques de Chicago ont publié une déclaration soigneusement rédigée qui soulignait l'engagement du district en faveur d'un environnement d'enseignement et d'apprentissage accueillant, sûr et inclusif, exempt de harcèlement, de préjugés ou de préjudices de toute nature. Cependant, la déclaration s'est abstenue de confirmer toute mesure disciplinaire spécifique à l'encontre de Martinez. Au lieu de cela, les écoles publiques de Chicago ont indiqué que le district suit une procédure cohérente lorsque des allégations de mauvaise conduite sont signalées et que les employés reconnus coupables d'avoir enfreint la politique du conseil d'administration sont passibles de mesures disciplinaires. Ce langage prudent et légaliste n'a guère satisfait les détracteurs qui souhaitaient une action immédiate et décisive. L'absence de déclaration claire sur le statut professionnel de Martinez a alimenté les spéculations et les rumeurs. En quelques jours, des messages ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux affirmant que Martinez avait été licencié, certains utilisateurs se réjouissant de ce qu'ils considéraient comme une justice rapide, tandis que d'autres se demandaient si la sanction était proportionnée à la faute. Mais c'est là que l'histoire se complique et qu'il faut séparer les faits de la fiction, les rumeurs de la réalité. La machine à désinformation est le phénomène plus large. Au 21 octobre 2025, des organismes de vérification des faits, notamment India Times et Hindustan Times, ont confirmé que les allégations concernant le licenciement de Lucy Martinez étaient des rumeurs non vérifiées provenant de spéculations sur les réseaux sociaux plutôt que de sources officielles. Malgré les nombreux articles publiés sur des plateformes telles que X et même certains sites d'information affirmant qu'elle avait été licenciée, les écoles publiques de Chicago n'ont confirmé aucune mesure de ce type. La directrice Dawn Iles Gomez a évoqué les menaces reçues par Martinez sur les réseaux sociaux, mais n'a fourni aucun détail sur une éventuelle enquête interne ou ses conclusions. Ce décalage entre ce que les gens croient qu'il s'est passé et ce qui s'est réellement passé révèle quelque chose de profond sur la manière dont l'information et la désinformation se propagent dans notre environnement médiatique actuel. Le désir d'une justice rapide, de conséquences claires, d'une résolution satisfaisante à un comportement scandaleux est si fort que les gens croient et partagent des affirmations qui confirment leurs attentes, même sans vérification. Les médias conservateurs et les comptes de réseaux sociaux, désireux de démontrer que les éducateurs de gauche qui sortent en endurant doivent en subir les conséquences, ont rapporté le licenciement de Martinez comme un fait avéré. Les comptes progressistes, tout aussi désireux de montrer que la culture de l'annulation est à double tranchant, ont relayé ces mêmes affirmations avec une tournure différente. Mais la vérité semble plus obscure et plus bureaucratique que ne le suggèrent ces deux récits. Le statut professionnel de Martinez reste flou.
le CPS affirmant qu'il ne peut pas commenter des questions spécifiques relatives au personnel, tout en soulignant qu'il suit les procédures appropriées lorsqu'il enquête sur des allégations de mauvaise conduite. La suppression de la présence en ligne de l'école, bien que spectaculaire, n'indique pas un licenciement, mais semble plutôt être une mesure défensive visant à protéger le personnel contre le harcèlement et les menaces incessantes. Cette situation est d'autant plus complexe que Martinez est loin d'être la seule à subir des conséquences professionnelles pour avoir publié des messages sur les réseaux sociaux au sujet de la mort de Charlie Kirk. En fait, son cas s'inscrit dans ce que certains observateurs qualifient de vagues sans précédent, de licenciements, de suspensions et de mesures disciplinaires visant des personnes qui ont exprimé leur soulagement, leur joie ou leur moquerie à propos de l'assassinat de Kirk. Selon certaines informations, entre 30 et 400 personnes auraient été licenciées, suspendues, mises en congé administratif ou expulsées de leur établissement scolaire à la suite du décès de Kirk. Ces chiffres sont stupéfiants et témoignent d'un effort coordonné de la part des employeurs, des institutions et même des agences gouvernementales pour identifier et punir ceux dont les réactions à l'assassinat de Kirk ont été jugées inappropriées, haineuses ou jubilatoires. Ces cas concernent de nombreux secteurs et industries, ce qui donne une image complète de la rapidité et de la gravité des conséquences qui peuvent se matérialiser à l'ère numérique interconnectée dans laquelle nous vivons. Dans le seul secteur de l'éducation, plusieurs professeurs d'université, notamment l'Université d'État d'Austin PA, l'Université de Clemson et diverses institutions de l'Oregon, ont été licenciés pour des publications sur les réseaux sociaux. Un professeur anonyme de l'Université de l'Arkansas à Little Rock a été licencié après avoir qualifié Kirk de maléfique et s'être réjoui de son assassinat. Lucy Martinez elle-même, bien qu'elle soit en réalité enseignante à Chicago et non la vice-doyenne de l'Université Middle Tennessee State, également nommée Lucy Martinez qui a été licenciée pour des commentaires similaires, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres d'éducateurs confrontés à des conséquences. Les étudiants n'ont pas été épargnés non plus. Julia Xu, étudiante à l'Université d'Oberlin, a été identifiée comme susceptible d'être expulsée après avoir déclaré en ligne que « Nous devons rétablir les assassinats politiques ». Elle a par la suite supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux. Un étudiant de l'Université d'État du Texas a été expulsé après avoir publié « Charlie Kirk s'est pris une balle dans le cou, salope ». Au 21 octobre 2025, 3 enseignants des écoles du comté de Lee risquaient d'être licenciés pour avoir publié des messages sur les réseaux sociaux au sujet de la mort de Kirk. La purge s'est étendue bien au-delà du secteur de l'éducation. Dans le secteur de la santé, des employés de Children's Healthcare of Atlanta et de divers hôpitaux de Géorgie ont été licenciés pour avoir tenu des propos inappropriés au sujet de l'assassinat. Plusieurs pilotes et membres du personnel de Delta, American et United Airlines ont été suspendus ou licenciés pour avoir publié des messages de célébration, les compagnies aériennes invoquant des préoccupations concernant la santé mentale de leurs employés et la confiance que les passagers accordent au personnel navigant. Même les employés du gouvernement ont subi des conséquences, notamment un employé des services secrets américains qui a été mis en congé administratif pour avoir publié des commentaires ignobles sur Facebook. L'ironie d'un employé des services secrets, formé pour protéger les personnalités publiques contre les assassinats, célébrant un assassinat politique, n'a pas échappé aux observateurs. Les médias et l'industrie du divertissement ont également été touchés. Matthew Dowd, analyste politique chez MSNBC, a été licencié après avoir suggéré que les propos de Kirk avaient contribué à sa propre mort, un argument avancé par de nombreux membres de la gauche, mais qui a dépassé les limites pour son employeur. Les équipes sportives n'ont pas été épargnées non plus. Des membres du personnel de communication de diverses organisations, dont les Carolina Panthers, ayant été licenciés pour des commentaires haineux. Les licenciements dans le secteur du commerce de détail et des services ont peut-être été les plus frappants. Un employé d'office de peau dans le Michigan a été licencié après avoir refusé d'imprimer des tracts pour la veillée funèbre de Charlie Kirk, les qualifiant de propagande. Des entreprises technologiques, dont Nasdaq et Microsoft, ont licencié des employés pour avoir enfreint les politiques interdisant la promotion de la violence. Même le copropriétaire d'un restaurant barbecue de Cincinnati a été contraint de quitter l'entreprise après avoir tenu des propos désobligeants sur la mort de Kirk. L'ampleur et la coordination de ces licenciements ont été attribués en partie à des campagnes organisées de doxing. Une utilisatrice de X, Olivia Krolczyk, a revendiqué la responsabilité du licenciement ou de l'expulsion de plus de 400 gauchistes en compilant des listes de personnes ayant fait des commentaires jubilatoires et en les signalant systématiquement à leurs employeurs ou à leurs écoles. La Charlie Kirk Data Foundation, nouvellement créée et rebaptisée à partir du nom encore plus sinistre Expose Charlie's Murderers, dénoncer les meurtriers de Charlie, a recueilli plus de 63 000 contributions critiquant Kirk ou se réjouissant de sa mort. Cela représente un renversement fascinant et troublant de ce que les conservateurs critiquent depuis longtemps sous le nom de culture de l'annulation. Pendant des années, les commentateurs et les politiciens de droite ont dénoncé le phénomène des militants progressistes qui faisaient licencier des personnes pour leurs déclarations controversées, arguant que cela constituait une atteinte à la liberté d'expression et au marché des idées.
Aujourd'hui, après l'assassinat de Kirk, nous assistons à ce que certains observateurs ont qualifié de culture de l'annulation de droite, c'est-à-dire un effort coordonné visant à utiliser la pression des employeurs et la honte publique pour punir les discours jugés offensants pour les sensibilités conservatrices. L'administration Trump a activement participé à cette répression, allant jusqu'à révoquer les visas d'au moins 6 étrangers originaires de pays tels que l'Argentine, l'Afrique du Sud, le Mexique, le Brésil, l'Allemagne et le Paraguay pour avoir publié des messages célébrant la mort de Kirk. Le département d'État a publié une déclaration affirmant qu'il n'y avait aucune obligation d'accueillir des étrangers qui souhaitent la mort d'Américains. Parmi les cas notables, citons celui du Sud-Africain Nolamulo Baloyi, dont le visa d'affaires a été révoqué pour avoir qualifié les partisans de Kirk de « trash », et celui du comédien brésilien Thiago Santinelli, qui a considéré la révocation de son visa touristique comme une source de fierté, après avoir plaisanté en disant que Kirk était mort trop tard. Le 17 septembre 2025, le président Trump a désigné Antifa comme une organisation terroriste, et le 25 septembre, il a publié un mémorandum sur la sécurité nationale, demandant au FBI et au ministère de la Justice de donner la priorité aux enquêtes sur la violence antifasciste, sur la base d'indicateurs tels que l'anticapitalisme. La procureure générale Pam Bondi a qualifié de manière controversée certaines critiques à l'encontre de Kirk de discours haineux, s'attirant les reproches même de certains conservateurs comme le sénateur Ted Cruz et Tucker Carlson, qui ont qualifié les menaces de la FCC à l'encontre des médias incroyablement dangereuses. Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a ouvert une enquête sur l'Université du Nord du Texas pour avoir prétendument omis de sanctionner des étudiants accusés d'avoir applaudi la mort de Kirk dans une salle de classe. Dans sa lettre, il exigeait leur expulsion, accusant l'université de tolérer les activités radicales de gauche. Les experts en liberté d'expression ont fait remarquer que de telles expressions sont généralement protégées par le premier amendement, à moins qu'elles n'incitent à une violence imminente. Les batailles juridiques qui ont suivi ces licenciements ont été particulièrement intéressantes. NBC News a rapporté que plusieurs enseignants licenciés poursuivent leurs employeurs en justice pour obtenir leur réintégration, arguant que leurs propos tenus en dehors de leurs heures de travail sont protégés par le premier amendement. Les experts juridiques ont souligné que si les employeurs privés disposent généralement d'une grande latitude pour sanctionner ou licencier des employés pour des propos qu'ils jugent répréhensibles, les institutions publiques telles que les universités d'État et les agences gouvernementales sont soumises à des contraintes constitutionnelles beaucoup plus strictes. PBS a mis en avant les débats en cours sur les limites de la liberté d'expression sur le lieu de travail. Les défenseurs d'organisations telles que la Foundation for Individual Rights and Expression, FIRE, faisant valoir que si les propos haineux ou insensibles peuvent être moralement répréhensibles, ils restent néanmoins protégés par la Constitution dans la plupart des contextes. Le contre-argument, avancé par de nombreux employeurs et militants conservateurs, met l'accent sur l'atteinte à la réputation, la culture d'entreprise et la confiance particulière accordée à certaines professions, en particulier l'éducation et la garde d'enfants. Cela nous ramène à Lucy Martinez et aux aspects uniques de son cas, qui le rendent à la fois typique et extraordinaire. Le bilan est ce que cela signifie pour les États-Unis. Ce qui rend l'incident impliquant Lucy Martinez particulièrement explosif, ce n'est pas seulement ce qu'elle a fait, mais qui elle est et où elle l'a fait. Martinez n'est pas une professeure d'université qui s'occupe de jeunes adultes capables de réflexion critique et d'autonomie. Elle est enseignante dans une école primaire et travaille avec des enfants qui sont fondamentalement vulnérables, impressionnables et dépendants des adultes qui les entourent pour les guider, les protéger et leur inculquer des valeurs morales. L'école primaire Nathan Hale accueille des élèves de la maternelle à la 4e dans le quartier de West Beverly à Chicago. Ces enfants sont âgés de 5 à 13 ou 14 ans environ. Un âge où les figures d'autorité exercent une influence considérable sur la formation de leur vision du monde, leur raisonnement moral et leur comportement social. Les parents confient chaque jour leurs responsabilités les plus précieuses à ces enseignants, partant du principe que les adultes présents dans ces salles de classe leur montreront l'exemple en matière de comportement approprié, de maîtrise des émotions et d'engagement civique. La question qui hante toute cette controverse est simple mais profonde. Comment un parent peut-il faire confiance à quelqu'un qui célèbre publiquement la violence politique pour enseigner à son enfant la résolution des conflits, l'empathie et la citoyenneté? Comment peut-on attendre d'une personne qui trouve l'assassinat amusant qu'elle gère les discussions politiques inévitables qui surgissent dans les salles de classe, en particulier avec des élèves plus âgés qui commencent à se forger leur propre conscience politique? Les contre-arguments à cette position méritent d'être examinés sérieusement, même si vous finissez par les rejeter. Certains défenseurs de Martinez ont souligné que son geste avait eu lieu lors d'une manifestation politique, dans le cadre de l'exercice de ses droits garantis par le premier amendement pendant son temps libre, et non dans le cadre de ses fonctions professionnelles d'enseignante. Ils ont fait remarquer qu'elle n'avait pas nommé son école, qu'elle n'avait pas impliqué ses élèves et qu'elle s'était livrée à une forme d'expression politique provocatrice qui a toujours caractérisé les manifestations. Certains utilisateurs de X ont fait valoir que l'indignation des conservateurs à l'égard de Martinez était hypocrite,
en rappelant les années de mèmes et de blagues de droite visant des personnalités politiques libérales. Un utilisateur a écrit « Hé, vous qui vous indignez des gestes de Lucy Martinez à l'égard de Charlie Kirk, vous vous souvenez de tous ces mèmes débiles que vous avez postés sur Obama, Hillary, AOC, Kamala? Moi oui. Alors gardez votre putain d'indignation hypocrite et allez vous faire foutre. » Ce whataboutisme, bien que peut-être pas tout à fait juste, met en évidence une réelle tension dans le discours politique américain. La droite a passé des années à défendre les discours provocateurs, insistant sur le fait que l'offense est subjective et que les gens doivent s'endurcir. Aujourd'hui, confrontés à des discours qui heurtent véritablement leurs valeurs et se moquent de leurs martyrs, les conservateurs exigent des conséquences qui ressemblent étrangement à la culture de l'annulation, à laquelle ils s'opposent depuis longtemps. Il y a aussi la question du contexte et de la provocation. La vidéo montre un contre-manifestant traversant délibérément la zone de manifestation avec un drapeau célébrant Charlie Kirk, une action clairement destinée à provoquer les manifestants. La réponse de Martinez, bien que troublante, s'est produite dans le feu de l'action, comme une réaction spontanée à une provocation délibérée plutôt qu'une déclaration préméditée. Mais voici le problème. Aucune de ces défenses ne fonctionne réellement. Pas vraiment. Pas quand on enlève ses lunettes partisanes et qu'on regarde cela du point de vue d'un parent qui réfléchit à l'éducation de son enfant. Enseigner n'est pas un métier comme les autres. C'est une profession fondée sur la confiance, l'influence et la responsabilité sacrée de former les jeunes esprits pendant leurs années les plus formatrices. Les enseignants ne peuvent pas séparer complètement leur image publique de leur rôle professionnel, car les enfants ne font pas cette distinction. Si un enfant de 5 ans voit son enseignant aux informations, ou si ses parents voient une vidéo de leur enseignant se moquant d'un meurtre, l'autorité et la crédibilité de cet enseignant dans la salle de classe sont fondamentalement compromises. Le geste de Martinez n'était pas un commentaire politique abstrait, ni une plaisanterie satirique. Il s'agissait d'une simulation physique de violence, plus précisément de l'assassinat qui a coûté la vie à Charlie Kirk et laissé ses enfants sans père. Il n'existe aucun contexte dans lequel un tel comportement serait approprié pour une personne chargée de l'éducation et du développement émotionnel d'enfants. Le fait que de nombreux éducateurs aient dû faire face à des conséquences pour s'être moqués de la mort de Kirk révèle quelque chose de troublant sur l'état actuel de l'éducation américaine et la polarisation politique qui a contaminé même nos écoles. Plusieurs cas autres que celui de Martinez ont été signalés, notamment celui de Mildred Garcia Gomez, spécialiste de la voix et du leadership des élèves au CPS, qui a ri de l'assassinat sur Instagram. Celui de Sophie Yu, enseignante au lycée Don Antonio Lugo, en Californie, qui a publié un message en ligne qualifiant la mort de Kirk de non significative. Chris Skoglund, du lycée Roosevelt dans le Minnesota, qui a reproché à Kirk sa propre mort. Et Melinda Lambert, enseignante dans une école primaire au Texas, qui a écrit « On dirait qu'il s'est sacrifié pour l'équipe. J'espère qu'il est en train de rôtir. » Il ne s'agit pas là d'incidents isolés dus à un manque de jugement. Il représente une tendance qui suggère qu'un nombre important d'éducateurs nourrissent une animosité politique si intense qu'ils considèrent l'assassinat d'un adversaire politique comme un motif de réjouissance plutôt que d'horreur. Cela devrait alarmer tout le monde, quelle que soit son affiliation politique, car cela témoigne d'une rupture fondamentale des normes civiques et professionnelles. La violence politique qui a coûté la vie à Charlie Kirk s'inscrit dans une tendance plus large et profondément inquiétante de la société américaine. L'assassinat de Kirk fait suite à des tentatives d'assassinat contre le président Trump, au meurtre du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, et à de nombreuses autres attaques à motivation politique. Les sondages réalisés après la mort de Kirk montrent que 87% des Américains considèrent la violence politique comme un problème grave, même si des divisions partisanes apparaissent dans la manière dont les gens évaluent les responsabilités et ce qu'ils considèrent comme justifié. Lorsque les éducateurs, qui ont pour mission spécifique d'enseigner à la prochaine génération comment s'engager dans le discours civique, résoudre les conflits pacifiquement et participer au processus démocratique, réagissent à la violence politique par la moquerie ou la célébration, ils ne manquent pas seulement à leurs responsabilités professionnelles. Ils contribuent activement à la normalisation de la violence en tant qu'outil politique. Ils enseignent, par leurs actes, sinon par leurs paroles, que certaines personnes sont si mauvaises, si dangereuses, que leur mort violente est un motif de joie plutôt que de réflexion. C'est exactement le contraire de ce que devrait faire l'éducation. Les écoles devraient être des espaces où les élèves apprennent à se confronter à des idées qui les mettent mal à l'aise, à comprendre des points de vue qu'ils ne partagent pas, à développer les outils cognitifs et émotionnels nécessaires à une citoyenneté démocratique dans une société diversifiée. Les enseignants devraient montrer l'exemple d'un désaccord respectueux, d'une opposition fondée sur des principes et de la conviction fondamentale que les adversaires politiques restent des êtres humains qui méritent une dignité fondamentale même et peut-être surtout dans la mort. L'affaire Martinez est devenue un point de friction dans ces débats plus larges, précisément parce qu'elle cristallise bon nombre de nos conflits actuels.
liberté d'expression contre responsabilité professionnelle, polarisation politique dans l'éducation, rôle des médias sociaux dans le discours public, limite de l'expression contestataire et question de ce que nous nous devons les uns aux autres en tant que citoyens d'une démocratie commune. Au 21 octobre 2025, la situation reste en suspens. Les écoles publiques de Chicago continuent d'examiner l'affaire sans confirmer aucune mesure disciplinaire spécifique. La présence en ligne de l'école primaire Nathan Hale reste effacée. Lucy Martinez elle-même se serait cachée sans faire de déclaration publique ni présenter d'excuses. Les menaces à son encontre et à l'encontre de l'école continuent de circuler sur les réseaux sociaux, mêlant critiques légitimes et extrémisme dangereux. Parallèlement, les batailles juridiques, qui émergent à la suite d'affaires similaires à travers le pays, vont probablement façonner le droit du travail, la doctrine de la liberté d'expression et la politique éducative pour les années à venir. Les tribunaux devront se pencher sur la question de savoir où tracer la ligne entre le discours politique protégé et les comportements incompatibles avec les responsabilités professionnelles, en particulier pour ceux qui travaillent avec des enfants. La réponse agressive de l'administration Trump, notamment la révocation de visas et la désignation de l'Antifa comme organisation terroriste, témoigne d'une nouvelle volonté d'utiliser le pouvoir gouvernemental pour punir les discours et les expressions jugées menaçants pour les valeurs conservatrices. Cela soulève de profondes questions sur les abus du gouvernement et les effets dissuasifs potentiels sur la dissidence politique légitime. Les organisations qui suivent de ces incidents, comme The Chronicle of Higher Education, ont documenté les menaces proférées par des législateurs républicains de retirer leur financement aux universités qui ne sanctionnent pas les enseignants et les étudiants pour leurs publications liées à Kirk. Cela représente une forme de pression politique sur les établissements d'enseignement que de nombreux défenseurs de la liberté d'expression trouvent profondément troublante, indépendamment de leur opinion sur les propos visés. L'incident Martinez met également en évidence des tendances inquiétantes dans la manière dont différentes communautés vivent cette période. Des rapports indiquent que les communautés marginalisées, en particulier les Noirs américains, ont subi des répercussions disproportionnées. Les HBCU ont reçu des menaces et les professeurs et étudiants noirs ont été soumis à une surveillance accrue et à des conséquences plus sévères pour leurs propos. Cela soulève des questions délicates quant à savoir si la répression des propos liés à Kirk est appliquée de manière équitable ou si elle devient un moyen de régler de vieux comptes et de cibler des communautés spécifiques. Que devrait-il advenir de Lucy Martinez? C'est finalement une question qui relève des écoles publiques de Chicago, de leurs conseillers juridiques et des communautés qu'elles servent. Mais en répondant à cette question, ils créeront des précédents qui iront bien au-delà du terrible jugement d'une enseignante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur l'une des cases qui s'affichent sur votre écran pour voir d'autres contenus similaires